Bienvenue à tous à une autre balado de Plus de Millage. Aujourd'hui, ça va juste être Alexandre qui va vous parler. Puis récemment, là, dans les dernières semaines, j'avais fait un petit sondage sur la communauté Plus de Millage. Puis j'avais demandé, étant donné que je suis en voyage avec Toyota, préférez-vous un vlog, un reportage plus traditionnel ou une vidéo plus concis? Puis évidemment, les gens ont choisi en majorité le vlog. Ça a l'air d'être un nouveau format qu'on utilise, mais pour diverses raisons, j'ai pas été capable de faire des vlogs journaliers. Là, mon voyage avec Toyota, l'horaire était très condensé, puis j'ai pas eu le temps de faire ça. Fait que me voici devant vous, devant mon système pour enregistrer. Puis là, je vais juste remettre une petite photo ici, comme ça, de Toyota. Puis vous parler de mon voyage. Puis c'est ça qu'on va faire. Là. On va faire un compte-rendu de ce voyage-là. Je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qui s'est passé parce que je vais juste condenser la partie qui vous intéresse, qui est la partie manufacturière, la partie produit de ce voyage-là. Puis j'ai plein d'informations intéressantes à vous donner à ce sujet-là. Donc on va se lancer là, rapidement. Là, essentiellement, aujourd'hui, on va parler de ma visite du centre de préparation de véhicules Toyota. Ça, c'était super intéressant. Je vais vous parler de ma visite à l'usine de Cambridge, qui est l'usine qui produit le plus de véhicules pour Toyota, une des 3 usines qu'ils ont au Canada. Et je vais aussi vous parler de qu'est-ce que j'entrevois dans les plans de produits futurs de Toyota, spécialement du côté des véhicules électriques, j'ai bien dit véhicules électriques, et véhicules hybrides branchables. Parce que Toyota est en train de se bâtir une chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Donc, on va se lancer maintenant. La première partie là, de ce petit podcast reportage avec vous, évidemment, on parle d'auto. C'est une chaîne de véhicules plus de vinage, puis j'ai pu essayer plusieurs véhicules Toyota là, entre les lieux là, de visite, que ce soit l'usine, leur centre de préparation, leur siège social à Toronto. J'ai pu conduire là, une Corolla GR. Wow! Honnêtement, là, si je peux faire un petit 10 secondes là-dessus, c'est pas une voiture électrique, je le sais, mais j'encourage tout le monde à qui a l'occasion d'essayer un Corolla GR, d'aller essayer un Corolla GR. C'est une voiture que j'avais pas sur mon radar, c'est une voiture que j'avais comme pas d'intérêt réellement. J'ai embarqué là-dedans, c'est meilleur qu'un Golf R. C'est pas compliqué, le Golf R c'est plus luxueux, c'est plus raffiné. Mais la Corolla GR, dynamiquement, mécaniquement, c'est tellement meilleur, surtout qu'elle conserve sa transmission manuelle, le moteur 3 cylindres, le son, tout ça. Ça vaut la peine de l'essayer. Est-ce qu'on va la mettre sur PDM Extra si on est capable d'en avoir une de Toyota? Ils nous ont dit justement que celle qu'on a essayée, elle est retournée dans la flotte de Price après le voyage. Peut-être. Après ça, j'ai conduit un véhicule prototype de pré-production, le Toyota Signia, qui devrait arriver sur nos routes là, prochainement. Ça, j'ai bien aimé. C'est une familiale, pour une fois. Toyota offre une familiale. C'est rare les constructeurs qui offrent des familiales. J'ai bien aimé, mais tu sais, c'est une Camry 4 roues motrices qui tend vers le Lexus, relativement grosse, relativement confortable. Puis la mécanique hybride, c'est juste le 2.5 avec la transmission ECVT traditionnelle. Donc, c'est pas la motorisation la plus puissante. On était 3 dans le véhicule, mais c'était bien. Malheureusement, je ne suis pas sûr que Toyota va en vendre beaucoup parce qu'il y a un modèle, ça commence au-delà de 60 000 $. C'est quand même assez onéreux, mais pour vrai, c'est un beau look. Beau look. Puis aussi, j'ai pu conduire le Toyota Land Cruiser First Edition. C'était un prototype lui aussi, pré-production. Ça n'avait pas vraiment l'air de... Mais j'ai bien aimé. Là, je ne suis pas un gros fan de véhicules de ce gabarit-là, mais c'était intéressant de voir une si grosse brique se déplacer sur l'autoroute en Ontario là, et faire 9,5, 10 litres au 100 km. Ça m'a réellement impressionné. Mais la motorisation iForce Max, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si intéressant que ça. Moi, je continue à dire que dans un Tundra, on devrait avoir la motorisation 2.4 litres turbo et la transmission hybride iForce Max comme dans un Tacoma. Moi, je pense qu'il y a de la place pour un modèle moins puissant du Tundra. Quand même intéressant. 3 véhicules Toyota qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on couvre pas vraiment, mais qui sont relativement intéressants et plus la Corolla GR, c'est définitivement très sportif là, pour un véhicule Toyota. Là, ça change un peu le paradigme que les Toyota, c'est des véhicules ennuyants. La GR a réellement raison d'être. Et là, avant d'entrer là, dans le vif du sujet, le voyage, j'aimerais juste vous donner le contexte du voyage. Donc, Toyota, pour son 60e anniversaire d'opération au Canada, avec un terme, j'utilise un terme japonais là, pour cette 60e anniversaire-là, qui est Kanreki. Ça veut dire... Kanreki, c'est un peu la renaissance à 60 ans dans la culture japonaise. Donc, Toyota arrive mature à 60 ans dans son histoire là, opérationnelle au Canada, de vente de véhicules, de fabrication de véhicules au Canada, puis maintenant tourne la nouvelle page dans l'industrie automobile canadienne, qui a une grosse empreinte au Canada quand même, on y pense pas. Mais oui, Toyota a 3 usines au Canada, centre de distribution de pièces, centre de test pour les véhicules, là, pour les conditions là, extrêmes l'hiver, des bureaux de développement un peu, pas beaucoup. Ils ont leur siège social à Toronto, ils ont plusieurs concessionnaires, puis c'est le constructeur qui vend le plus de véhicules au Canada, au total quand même. Donc,
peu importe ce qu'on pense de Toyota, il y a une grosse empreinte manufacturière là, et de vente automobile au Canada. Puis dans des voyages comme ça, bien évidemment, les journalistes vont être invités et toutes leurs dépenses vont être payées. Donc, je veux juste vous le dire. C'est important de donner le contexte, transparence 100%, mais on a été super bien reçus et les gens de Toyota, j'ai appris à connaître des gens qui sont des Québécois, des Ontariens, c'est des gens qui sont passionnés comme vous et moi d'automobile. Fait que super de belles discussions. Puis on veut faire la même chose avec tous les constructeurs. Là. C'est pas parce que Toyota, mais Toyota a été les premiers réellement à nous inviter à quelque part, puis on les remercie grandement. Première visite manufacturière de ce voyage, on est allé à leur centre de préparation de véhicules à Toronto. Ça, c'est quelque chose qui existe chez d'autres constructeurs, mais que j'avais jamais vu dans la vraie vie. C'est que Toyota ont plusieurs usines aux États-Unis, 3 usines au Canada, des usines au Japon aussi, et une usine là, en Europe. En réalité, c'est l'usine qui fait la Supra là, en Autriche, là, chez Magna. Puis dans le temps, la Yaris était faite en France. Ces véhicules-là sont exportés, donc sont envoyés là, au port à Halifax, au port à Vancouver s'ils viennent d'outre-mer et sont reçus à Montréal ou à Toronto s'ils arrivent par la voie des rails, s'ils arrivent par les États-Unis. Et tous les véhicules qui ne sont pas assemblés au Canada vont passer dans un processus de préparation où est-ce que des composants spécifiquement pour le marché canadien vont y être ajoutés au véhicule. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, sur une Toyota Sienna, toutes les Toyota Sienna passent par ce processus de préparation dans un site là, spécialisé qui est une sorte de garage fait sur le long où les véhicules, là, 400 véhicules par jour passent par là. Essentiellement, ils vont ajouter un sac avec le manuel d'instruction en français et en anglais, des tapis là, pour le véhicule, puis d'autres composants. Ça, c'est les opérations les plus légères, ça prend 2-3 minutes, puis ensuite, c'est envoyé dans la cour et c'est livré au concessionnaire. Mais il va y avoir des modifications plus complexes sur les pick-up, par exemple, ou le Land Cruiser, où ils vont changer les roues complètement pour, mettons, des versions TRD Pro. Ils vont changer la suspension, ils peuvent ajouter des phares anti-brouillard, des badges supplémentaires, par exemple, sur les RAV4. Toutes les RAV4 qui ne sont pas faites au Canada, donc c'est le RAV4 Prime essentiellement, tous les RAV4 Prime qui arrivent au Canada, en tout cas le peu de RAV4 Prime qui arrivent au Canada, ben dans le fond, un badge All-Wheel Drive est ajouté sur les 2 portes arrière. Puis ça se fait au centre de préparation à Montréal, Vancouver et Toronto en simultané. Puis ça, c'est juste... Toyota a décidé que pour le marché canadien, il voulait avoir un badge All-Wheel Drive là, mais dans le fond, pour ne pas complexifier la chaîne d'assemblage au Japon ou aux États-Unis, le cas échéant, ben, Toyota fait ces petites modifications-là là, en sol canadien juste avant d'envoyer le véhicule dans le concessionnaire. C'était vraiment intéressant à voir comme processus parce que je ne l'avais jamais vu. Donc, si vous avez un véhicule Toyota, ben, votre véhicule a 100% passé par là. Et si votre véhicule a été assemblé au Canada, ben, il y a une partie de des usines au Canada qui ont ce centre de préparation-là qui se fait après que le véhicule a été produit. Puis là, ils vont faire le petit, en anglais, on dirait fine-tuning parce que la majeure partie de la production canadienne de Toyota est exportée aux États-Unis parce qu'évidemment, le marché américain est un marché 10 fois plus gros que le Canada. Ensuite, le lendemain, on a eu une autre visite là où on a visité l'usine de Cambridge en Ontario, plus spécifiquement, qui produit le RAV4 et le Lexus NX. Donc, cette usine-là est en fonction depuis 1988. Cette usine-là, premier véhicule qu'ils ont produit, c'est une Toyota Corolla, 1989. Et ensuite, là, au fil des années, ce véhicule-là, cette usine-là a eu plusieurs produits qui ont été ajoutés. Donc, c'est aussi la première usine en dehors du Japon qui a eu le droit de la part de la maison mère de Toyota de produire des véhicules Lexus. Le RX 300, 330, en tout cas, vous voyez la photo. Ben, c'était la première fois que, dans le fond, Toyota, la maison mère, disait il y a une usine outre-mer qui est capable d'offrir le même niveau d'attention et de détail que nous, Lexus, maison mère, nous avons, dans le fond, au niveau de la Lexus LS400, whatever. Ben, cette désignation-là a été décernée à l'usine de Cambridge en Ontario. En tant que Canadien, Québécois, il faut être fier de ça parce que c'est la première usine au monde qui a eu le droit d'être désignée comme usine Lexus. Peu importe ce qu'on pense du Lexus RX, des Toyota Corolla, tout ça, ça reste que l'industrie manufacturière automobile canadienne a l'expertise pour faire des produits, peut-être pas nécessairement d'une ingénierie complexe, mais d'une très grande qualité. Puis ça, il faut se faire une petite tape dans le dos collectivement qu'au Canada, on était capable de faire ça. Puis ça n'a pas arrêté là parce que au fil des ans, l'usine de Cambridge, l'usine 1, l'usine 2, peu importe, l'usine 2 fabrique le Lexus RX 350, la version hybride, tout ça. Et l'usine 1 fait le RAV4 et le Lexus NX, qui sont sur la même plateforme, évidemment TNGA.
Mais là où, lorsque la visite s'est amorcée, qui était le plus intéressant, c'est que moi, je m'attendais à une vision un peu plus en parallèle, là où la partie d'assemblage, la structure du véhicule allait se faire sur la même ligne, mais l'assemblage final, rappelez-vous, là, c'est quoi l'assemblage final? C'est là où que tous les petits composants, les garnitures, l'intérieur du véhicule, la motorisation est mis sur la structure du véhicule. Mais là, moi, je m'attendais à une histoire où on aurait 2 lignes en parallèle, une ligne Lexus puis une ligne Toyota, avec 2 rythmes de production différents, compte tenu que c'est 2 véhicules qui sont similaires, mais en termes d'équipement et de composants, le Lexus NX a énormément plus de composants, que ce soit des couleurs de siège, des couleurs de tissu, des couleurs de toit ouvrant, toit panoramique, motorisation. C'est ultra complexe comparé à la gamme du RAV4. Mais non, ils sont assemblés sur la même ligne, à la même vitesse, qui est à peu près 60 secondes par véhicule, ce qui est relativement vite. Là, pour donner une référence, Tesla en Chine, 45 secondes. Tesla au Texas, 50 secondes. Tesla en Californie, 1 minute. Donc, Toyota est dans ces eaux-là, mais c'est des véhicules beaucoup plus complexes. Quand on fait le comparatif, évidemment, moi, je vous donne juste ce que j'ai vu. Évidemment, il y a plein de constructeurs qui font des choses différentes, mais souvent, moi, j'aime bien faire le parallèle entre Toyota et Tesla. C'est 2 compagnies qui sont complètement différentes et qui sont complètement pareilles. C'est 2 compagnies qui produisent énormément de véhicules simples, rapidement, puis leur plus grosse focus est toujours sur la partie manufacturière et non sur la partie produit. Mais je reviens à Toyota à Cambridge. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a réellement impressionné. Là, on était entré dans l'usine avec un genre de petit tramway là, qui était piloté là, par les guides touristiques. Puis on avait des gens de Toyota qui étaient là aussi pour nous donner du contexte supplémentaire. On a eu une visite qui était beaucoup plus longue que si vous êtes une personne du public qui va visiter l'usine de Cambridge, parce qu'il y a une visite publique qui est disponible. Vous pouvez vous inscrire sur Internet. Puis on a visité quasiment tout le procédé, sauf la partie peinture, qu'on m'a dit que pour des raisons de qualité, puis ça c'est chez tous les constructeurs, on n'autorise jamais aucun visiteur, là, même c'est juste des membres de l'équipe spécifique qui peuvent entrer dans les salles de peinture. Puis je peux comprendre là, parce qu'il y a une petite poussière ou n'importe quoi, puis c'est complexe le processus pour se préparer une salle de peinture. Donc, ça faisait du sens. Mais bon, on est entré dans l'usine, on a vu toute la partie d'estampillage. Puis ce qui est drôle, c'est que 40% de cette usine-là, là, de ce que j'ai vu là, de mes yeux, là, c'est de l'estampillage de pièces. Imaginez si ces pièces estampillées-là étaient des moulages, des castings. Ben, ça réduirait l'espace requis pour fabriquer ces morceaux-là de façon immense. Ça nécessiterait de l'équipement différent. Puis c'est une question que j'ai posée à Toyota. Je dis là, vous voyez, là, vos compétiteurs, majoritairement Tesla, mais d'autres compétiteurs asiatiques commencent à intégrer des moulages. Puis même, on revient dans le passé, là, GM en 2016 avec la Cadillac CT6, l'avant du véhicule, c'était un giga casting de modèle Y, mais en 2 parties. Comme Tesla a fait là, dans les premières itérations du modèle. Ce que GM a commencé à proliférer des castings, regardez la plateforme de la Camaro, la plateforme Alpha, elle aussi, elle a des moulages. Ça, là, c'est déjà quelque chose qui est fait chez les constructeurs. Toyota ne l'utilise pas pour l'instant. Au Japon, là, on a annoncé récemment qu'on va avoir un véhicule Lexus qui va sortir la prochaine année et qui va intégrer des giga castings ou des méga castings, peu importe, dans une usine pilote au Japon. Toyota s'en va vers ça. C'est une tendance lourde qu'on voit dans l'industrie, puis leur véhicule de prochaine génération allait avoir des technologies matérielles qui étaient à la page. Ben, l'article que je vous montre ici là, corrobore une partie là, des informations que Toyota m'a données. Puis Toyota ne va jamais rien me confirmer. Puis ça, c'est tous les constructeurs, à moins qu'ils soient rendus à vous le confirmer, vont vous le confirmer. Je trouvais ça intéressant là, de voir le contexte, là, comment c'est complexe de fabriquer la structure du véhicule, parce que c'est plein de robots partout qui font des tout petits morceaux après de cette grosseur-là, qui passent à une autre main. Puis là, un autre robot l'assemble avec un autre morceau, puis c'est comme un travail à la chaîne. Puis plus ça va, plus tu te ramasses avec, au-dessus de toi, quand tu regardes dans le ciel, ben, il y a des RAV4 puis des Lexus NX qui passent sur des convoyeurs et se rendent à la salle de peinture, et un peu plus loin dans ta visite, là, tu as des Lexus NX et des RAV4, toutes d'une couleur différente, toutes à la chaîne, tous différents. Puis c'est le plus impressionnant parce que la complexité de ces opérations-là, il y a plus de 8000 personnes qui travaillent dans cette usine-là. Puis tu vois, les gens étaient à leur tâche, puis ils étaient focusés là-dessus. Puis ça n'arrêtait pas. Là. Tout le long qu'on a visité, là, ça roulait là, à la planche. Ça m'a réellement impressionné. Là, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Il n'y a aucune façon de savoir sur un numéro de série de Toyota RAV4 s'il a été assemblé dans l'usine à Woodstock en Ontario, qui n'est pas l'usine que j'ai visitée, qui fait seulement des RAV4 hybrides, et l'usine à Cambridge qui fait des RAV4 thermiques et des Lexus NX hybrides et thermiques. Puis là, il y a une partie de RAV4 thermiques qui sont faites entre Woodstock et Cambridge. Mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'on ne peut pas accélérer la ligne du Lexus NX au point où on veut rouler sur
une cadence de production de Toyota, on roule sur une cadence de production de Lexus parce qu'on veut pas que le Lexus NX... on veut pas diminuer... Tu sais, dans le fond, on veut avoir le même niveau de qualité sur le Lexus NX qu'on aurait sur n'importe quel autre produit Lexus, parce que c'est un produit Lexus. Donc, essentiellement, si on lit entre les lignes, ce qu'on me dit ici, c'est que le meilleur Toyota RAV4, là, c'est drôle, hein? Le meilleur Toyota RAV4, c'est le Toyota RAV4 fait sur la ligne du Lexus NX. Parce que les gens, c'est des gens Lexus qui l'assemblent. Ça, c'est juste une petite anecdote. Il n'y a aucun moyen de confirmer lequel vient de où, malheureusement. J'ai posé la question, puis ils m'ont regardé. On te le dira pas. Eux, ils le savent, mais on te le dira pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que seulement des RAV4 thermiques sont assemblés sur cette ligne-là. Mais le rythme de production était là. Aux 60 secondes, un véhicule qui sort de la ligne, c'est assez impressionnant, surtout de la complexité. Là. Je veux dire, il y a 8 couleurs de toit de Lexus NX. Dans ma tête, moi, je regarde ça, je me dis, il devrait juste en avoir une. Hein? Le plus simple possible pour aller le plus vite. Mais... Donc ça, c'est vraiment la visite de l'usine où est-ce que là, j'ai vu que Toyota, c'est vraiment une compagnie manufacturière. Leurs fournisseurs sont tous autour de l'usine à Cambridge. Donc, il y a comme une grappe manufacturière autour de l'usine qui vont assembler des sièges, qui vont mettre les pneus sur les roues. Fait que dans le fond, ça, c'est déjà tout prêt. Ils vont préparer les garnitures, les plastiques. Ils vont faire des composants électroniques simples. Motorisation, transmission, c'est tout fait aux États-Unis. Mais vraiment, tout ce qui habille le véhicule, les équipements, c'est en majeure partie fait au Canada, ce qui est relativement léger puis relativement peu cher à produire. Des usines de moulage de plastique tout le tour, des caoutchoucs. Il y a une grosse partie aussi des caoutchoucs qui sont faits autour de Sherbrooke, à Waterville. Il y a des composants qui sont faits au Québec. C'est réellement impressionnant de voir ces opérations-là. Puis les 3 usines de Toyota, l'année dernière, ont produit 535 000 véhicules à eux 3. C'est quand même beaucoup. Mais c'est la compagnie canadienne, c'est la compagnie automobile au Canada qui produit le plus de véhicules. Je peux vous donner une idée. C'est sûr qu'on est dans une période un peu fast où GM, leurs opérations sont un peu à la baisse. Ford a récemment arrêté la production des Edge à Oakville, en Ontario. C'était supposé être l'Explorer électrique PHEV qui s'en venait là, mais là, Ford a abandonné le projet. Fait que là, ça va être des F-150 Super Duty qui vont être faites à Oakville. Éventuellement, ça ne sera pas de la grosse production. Stellantis a arrêté l'usine de Brampton où est-ce qu'on faisait le Charger, puis la Chrysler 300 puis le Challenger. Maintenant, ils vont faire une nouvelle version du Compass. À terme, peut-être dans 1 an, 2 ans, là, l'usine est à l'arrêt. Windsor, en Ontario, fait la nouvelle Charger électrique et la Pacifica hybride. Mais c'est pas une usine à haut volume. Puis tu as Honda à Alliston qui a des investissements pour les véhicules électriques. Là. Ils vont ajouter une ligne d'assemblage, une usine de batterie, tout ça. Mais ce qu'on me dit, puis ça, c'est des informations que j'ai de l'autre côté, c'est que la production annuelle de véhicules ne va pas être augmentée. Dans le cas de Toyota, la production annuelle de véhicules continue d'augmenter. Puis là, ils sont rendus à 530 000 véhicules par année, les 3 usines. Pour vous donner une idée de comparable, l'usine de Tesla à Fremont, en Californie, c'est l'usine, le site automobile le plus productif en Amérique du Nord. Ils font autour de 550 000 véhicules par année. Mais quand même, 535 000 véhicules par année, c'est énorme. Toyota vend à peu près 220 000 véhicules au Canada. Puis là, évidemment, ça, c'est toute leur ligne, là, c'est les pick-up, toutes ces affaires-là. Fait c'est juste une petite partie de la production là, des 3 usines de Toyota qui se ramassent au Canada, mais dites-vous que ça reste des véhicules entièrement canadiens, assemblés par des Canadiens, avec des fournisseurs en majeure partie canadiens. Donc, pour ceux que c'est très, très important, je vous dirais qu'il y a des produits automobiles au Canada qui sont assemblés par des fournisseurs canadiens. Puis je suis même prêt à m'avancer que Honda aussi, la Civic et le CR-V, c'est des produits là, avec une teneur en contenu canadien très, très, très élevé. Fait c'est assez fascinant que c'est rendu des constructeurs asiatiques qui ont la plus grosse empreinte manufacturière en Ontario. Mais écoutez, c'est la vie. Donc, c'était super. Pour moi, c'était transformatif voir la visite de l'usine Toyota. Je ne m'attendais pas à avoir une fourmilière avec des gens aussi concentrés sur leur ouvrage. Il n'y a pas de marge d'erreur là-bas. Ça m'a vraiment surpris. Puis là, ensuite, on va passer à l'autre point là, de ce podcast-là qui est les éventuels produits Toyota là, qui vont être électriques. Puis j'ai posé la première question de qu'est-ce qui arrive avec la RAV4 Prime. Là, évidemment, ils me sortent la même raison qu'ils vont sortir. RAV4 Prime est assemblé au Japon. On peut juste en produire une quantité X par année. Évidemment, on priorise les provinces et ou États qui ont des restrictions là-dessus. Donc là, tranquillement, pas vite, là, la disponibilité en Colombie-Britannique au Québec augmente, mais les autres provinces canadiennes, c'est très difficile à trouver. Mais moi, ma question, c'était oui, mais vous avez de la demande dans toutes les provinces. Pourquoi? Il dit, d'une certaine façon, à la fin, là, ce qu'il voulait dire, c'est que ça vaut. C'est pas un produit qu'ils sont capables de faire au Canada et faire probablement l'argent qu'ils voudraient faire, contrairement à un RAV4 hybride ou thermique au Canada. Puis là, c'est là que ça m'emmène sur mon sujet de comment que Toyota va se rendre à faire des véhicules comme ça, de façon profitable, puis de façon à ce que le constructeur veut en vendre. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'il y a juste Toyota qui fait. Tous les constructeurs
travaillent comme ça. Regardez, là. La production là, des Ioniq 5 là, 2025 là, avec un port NACS, oui, je vais préparer une vidéo là-dessus, commence aux États-Unis. Là, imminemment, là, on est là, en septembre, là, le 4 septembre aujourd'hui, là, imminemment, il y a des Ioniq 5 assemblés aux États-Unis qui vont sortir d'une nouvelle usine flambant neuve aux États-Unis où est-ce qu'ils font des batteries, tout ça. Ben, Hyundai ne pouvait pas faire les modifications qu'ils ont faites dans cette nouvelle version-là du Ioniq 5 tant qu'ils n'étaient pas rendus dans une usine aux États-Unis. Augmenter la cadence de production, leur nouvelle batterie, etc., etc. Et ajouter la chaîne d'approvisionnement requise pour intégrer le port NACS. Parce qu'il n'y a pas un port CCS puis un port NACS sur le véhicule maintenant. C'est seulement un port NACS. On parlera de ça dans une autre vidéo. Donc Toyota, c'est la même chose. Hein. Ils veulent faire de l'argent sur les produits qu'ils vendent. Donc, il faut qu'ils trouvent une façon de le faire. Là, ils sont liés par la réglementation de l'offrir au Canada, mais ils ne peuvent pas l'offrir dans un grand nombre. Ça m'a amené sur le sujet qu'ils m'ont dit, Alexandre, nous, en Caroline du Nord, on construit une usine de batterie qui va ouvrir l'année prochaine. Puis cette usine-là est réellement en construction. Là, on voit les images. Là, j'ai dit, OK, oui, mais il y a quoi dans cette usine-là? Mais dans cette usine-là, il va y avoir 4 lignes pour les véhicules PHEV, donc on peut penser au RAV4 Prime. Peut-être. Évidemment, il n'y a rien ici de confirmé par Toyota. Là. Moi, je fais juste lire entre les lignes des communications officielles de Toyota, des choses qui sont confirmées, qu'on peut facilement aller sur Internet et trouver sur leurs sites officiels. Puis moi, je remplis les gaps entre les deux. Ensuite, leur usine là, de batterie en Caroline du Nord qui va entrer en production l'année prochaine, il y a 10 lignes de production de batterie pour les véhicules électriques, là, une capacité. Puis ensuite, comme je vous dis, des PHEV, 4 lignes. Là, ça m'amène sur, ouais, mais c'est quoi qui s'en vient du point de vue électrique? Évidemment, Toyota m'a rien dit. Il va rien dire. On sait qu'il y a des rumeurs de véhicules 7 places électriques pour Toyota. Est-ce que c'est un Toyota Highlander? Est-ce que c'est un Toyota Grand Highlander électrique? J'ai aucune idée, mais c'est quelque chose qui ressort souvent, un produit qui va être annoncé le plus tard, là, 2024, 2025, 2026, je ne le sais pas. Je suppose que Toyota va l'annoncer lorsque l'usine va commencer à produire, lorsqu'on peut être sûr que les batteries vont être disponibles et que le véhicule peut être assemblé. Ensuite, c'est sûr que le BZ4X va devoir suivre une suite. Ça, c'est sûr. Et aussi, est-ce que Toyota a présenté des concepts de camionnettes électriques, petites, dans la grosseur d'un Maverick, là, la BZ. Je me souviens plus de ce concept-là. Toyota a un plan pour des véhicules électriques. C'est sûr que lorsqu'on regarde leur feuille de route en ce moment, c'est pas reluisant. Le BZ4X, c'est définitivement pas un véhicule électrique de deuxième génération. C'est un véhicule de première génération dans ma tête, mais quand tu regardes la façon qu'il est produit, c'est un véhicule de deuxième génération, mais sa performance, c'est performance de première génération. Le BZ4X va subir une mise à jour éventuellement. Je suppose que pour des raisons bien évidentes, le véhicule va arrêter d'être produit au Japon puis va être produit en Amérique du Nord. Sur quelle ligne, j'ai aucune idée, mais le BZ4X, c'est sur la plateforme TNGA, donc théoriquement, c'est le kit de composants là, standard. Ça pourrait être produit sur n'importe quelle ligne qui fabrique du TNGA si c'est possible. Ils vont avoir leur VUS électrique 7 places, qui a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de ça. OK, tant mieux. Et la petite camionnette. Puis ça m'a surpris beaucoup. On m'en parlait ouvertement, justement. Là. Oui, on va avoir une chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. On attend juste ça. On va être prête. Pour moi, cette visite-là a changé mon opinion un peu sur Toyota. Pas du point de vue produit, mais du côté du sérieux qui est appliqué là, chez Toyota. Ils sont sérieux, puis c'est une compagnie qu'on voit qui planifie extrêmement long terme. Puis c'est sûr que dans l'immédiat, dans le feu de l'action, tu regardes ça et tu fais, ils font rien. Voyons donc, ils sont pas prêts. Ils s'en foutent, entre guillemets. Oui, peut-être. Mais là, l'année prochaine, ils rouvrent une usine de batterie avec une énorme capacité de production. Je peux pas croire qu'ils investissent 13 milliards pour juste faire des batteries puis pas les mettre dans des véhicules. Surtout que maintenant, le Canada et les États-Unis marient leur stratégie là, d'un point de vue là, de la production là, de ces commodités-là qui sont des batteries pour véhicules électriques. Ils veulent avoir une chaîne d'approvisionnement totalement intégrée nord-américaine, malgré que là, en ce moment, là, on a des vannes face là, dans cette industrie-là là, qui subit une énorme pression de la part de la réduction de la croissance estimée des ventes de véhicules électriques pour l'année prochaine, l'année d'après, 2026-2027, et aussi une compétition féroce, puisque, étant donné que le marché en Chine faiblit parce qu'il y a des soubresauts économiques, c'est cyclique, la Chine a énormément de capacités manufacturières additionnelles pour domper, le mot dump, envoyer sur les marchés internationaux énormément de véhicules électriques, essentiellement. On le voit en Allemagne, Volkswagen, pour la première fois dans son histoire, va annoncer que la sécurité d'emploi que des gens avaient n'existera plus.
et qu'ils vont peut-être potentiellement fermer 2 usines en Allemagne. C'est quand même gros, ça, quand on regarde ça là, à haut niveau. Donc, ça va être à voir, mais 2025, c'est assez vite là, pour Toyota, là, leur usine qui est quasiment presque complétée, là, la structure élevée. Aussitôt que les batteries sortent, puis il y a un rythme de production qui est atteint, la méthode Toyota qui est juste à temps, ben, ces intrants-là, ces batteries-là vont devoir être mis dans des véhicules. Donc moi, je ne peux pas croire qu'entre aujourd'hui et, mettons, la mi-2025, on ne va pas entendre parler d'un lancement de produits de Toyota ou d'un lancement de plusieurs produits électriques de Toyota. Ça ne ferait aucun sens, parce que sinon, il faut qu'il arrête de construire l'usine. Faudrait qu'il arrête la construction de cette usine-là et dire on ne va pas de l'avant puis tout ça. Je veux vraiment remercier Romaric chez Toyota, tous les gens avec qui j'ai pu travailler, là, puis pouvoir poser des questions. Les gens étaient super ouverts, puis c'était très accueillant de la part de Toyota là, d'ouvrir leurs portes. Pour conclure là, la partie de ce voyage-là, j'ai vraiment aimé mon expérience. Vous allez nous revoir faire des voyages comme ça avec Toyota parce que c'est quelque chose aussi que des gens qui sont intéressés à la partie manufacturière, c'est des choses qui est moins commun. Puis c'est quelque chose que nous, on s'engage à faire parce que c'est facile pour nous. Écoutez, là, c'est quelque chose qui est plus facile de donner de l'information par rapport à ça. Puis c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, quand ça nous passionne, c'est beaucoup plus facile d'aller au-devant. Fait que ça fait le tour. Espérons que vous avez aimé ce podcast dans une autre fois, un autre décor différent. Puis la prochaine fois que vous allez me revoir, ben, il va y avoir un autre décor. Hein. Je n'ai pas encore figuré comment que je vais avoir un décor fixe, mais lorsqu'on devrait être installé à Montréal, on devrait avoir de quoi de plus fixe. Espérons que vous avez aimé. On se laisse là-dessus.